Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Have You Met Robert, le podcast qui met en lumière des récits authentiques de femmes sur leur rencontre avec Robert. Robert est partout, dans nos maisons, nos rues, nos lieux de travail, nos médias, nos films, nos écoles, nos politiques. Il sévit depuis si longtemps que son comportement est parfois parfaitement intégré, minimisé et excusé. Il lui arrive aussi d'être violent, très violent. Robert représente les violences faites aux femmes en général. J'avais envie de lever le voile sur son comportement, parfois inconscient et parfois totalement indécent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura et je lance ce podcast de façon indépendante pour libérer la parole des femmes, pour provoquer une prise de conscience et surtout pour tenter à ma petite échelle de rendre ce monde plus sûr pour les femmes. Et franchement, il y a du taf. Alors merci beaucoup pour votre écoute, ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire positif sur les plateformes d'écoute. Moi, ça m'aiderait énormément et ça pourrait aider aussi d'autres femmes qui ont envie ou besoin d'écouter ces précieux témoignages. Aujourd'hui, je discute avec Fosca. Avec Fosca, on a parlé d'inégalité de genre dans le monde du travail, à Londres notamment, où elle a vécu ses premières expériences pro, de la souffrance que vivent aussi les hommes, de faire preuve d'autocritique lorsqu'on pense au sexisme, de l'aménagement des espaces urbains pour les femmes, de considérer les hommes comme nos alliés dans la lutte féministe, et d'ours dans une forêt. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est la richesse des réponses de Fosca. Elle a travaillé aux Nations Unies, au Maroc, et elle nous partage sa vision sur les rapports hommes-femmes avec un éclairage incroyablement positif et intelligent. C'est un immense honneur que j'ai eu de la voir sur ce podcast. Je suis sûre que cet échange passionnant vous plaira. Allez, je vous laisse écouter l'épisode. Salut Fosca. Salut Laura. Écoute, je suis honorée de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bienvenue sur Have You Met Robert. Mais je te laisse te présenter comme tu as envie pour que les gens qui écoutent puissent apprendre un petit peu à te connaître. Alors, je m'appelle Fosca. Je suis italienne, mais je suis aussi francophone, donc j'habite au Maroc. Et ça fait depuis 4 ans que j'habite au Maroc. Avant ça, j'habitais à Londres, où je t'ai connue. Mais j'ai grandi à Milan jusqu'à mes 18 ans. Et je travaille maintenant au sein d'une institution financière, une banque de développement, en tant que chargée des questions d'inclusion économique et d'égalité de genre. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais pour qu'on puisse comprendre un petit peu concrètement? Donc, je travaille dans une banque de développement, c'est-à-dire j'ai mes collègues banquiers qui vont investir, donner des financements à des projets, notamment au Maroc. Et je vais en fait me charger de les appuyer pour nous assurer que tous nos financements aient un impact positif sur l'inclusion économique. Donc, quand on parle d'inclusion économique des personnes plus vulnérables, ça dépend vraiment des pays. Mais par exemple, dans un contexte tel que le Maroc, surtout ça va être notamment beaucoup de femmes, notamment en milieu rural. On parle aussi de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes au chômage qui n'arrivent pas à intégrer le monde du travail. On parle des réfugiés, des migrants. Donc, ça peut vraiment, en fonction de l'emplacement de l'investissement et du financement, ça peut vraiment toucher plusieurs types de profils de bénéficiaires. Et mon rôle, c'est vraiment de nous assurer que tous nos investissements aient un impact positif sur l'inclusion économique de ces personnes au Maroc. D'accord. Donc, essentiellement et en Tunisie aussi. Et en Tunisie, d'accord. Ok, hyper intéressant. J'imagine que ça va peut-être colorer un peu les réponses de l'interview. Ouais. Je te propose qu'on commence par la toute première question qui n'est pas la plus facile. Mais est-ce que tu te rappelles à un moment donné dans ton enfance quand tu t'es rendu compte que tu étais une fille? Alors, je vais répondre peut-être de manière inattendue parce que je n'arrive pas à me souvenir d'un moment dans mon enfance où j'étais une fille. C'est-à-dire, bien évidemment, j'étais au courant et je me sentais, surtout en grandissant avec l'adolescence féminine, et tu découvres une sensualité et tu sais d'appartenir à un genre et avoir d'un sexe. Mais je pense le moment où je me suis vraiment sentie plus qu'une fille, mais une femme, c'était quand j'ai intégré le monde du travail. Et en fait, je pense que je n'ai jamais ressenti une différence entre les garçons et les filles.
ni à l'école, ni à l'université, et ni à la maison. Parce qu'en fait, j'ai une famille qui est un peu atypique. Mon père n'est pas du tout le profil de homme italien macho. Au contraire, c'est un père qui a été très présent, qui est aussi homosexuel par ailleurs, donc qui m'a aussi éduquée de façon, pas en tant que fille forcément, mais voilà, en étant juste une personne aimée par un père qui était très présent dans ma vie. Et ma mère de même, c'est vraiment un modèle de femme féministe, indépendante, qui a toujours lutté pour ses projets, qui pour moi n'est pas vraiment un modèle de femme, et elle-même ne se définirait pas en tant que une femme qui a souffert ou qui s'est sentie oppressée par les hommes, parce qu'elle a toujours lutté en fait contre ces modèles, et elle ne s'est jamais sentie, je pense en tout cas, victime de ces modèles du patriarcat. Elle a toujours fait un gros doigt d'honneur au patriarcat dans ses choix de vie. Du coup, déjà dans ma famille, voilà, je n'ai jamais ressenti d'être une fille dans mon éducation, et à l'école non plus. Je n'ai jamais ressenti, je n'ai pas grandi au Maroc, j'ai grandi quand même dans un milieu assez favorisé, en Italie, dans une école française privée. Du coup, je n'ai jamais eu ce sentiment. Mais en intégrant le monde du travail, ça a complètement changé. Et c'est peut-être pour ça que je travaille aujourd'hui sur les questions d'égalité de genre, parce que j'ai vraiment eu une grosse baffle en arrivant sur le monde du travail. Peut-être j'étais naïve avant, quand j'étais plus jeune, mais d'un coup, en fait, j'ai compris qu'il y avait des inégalités, il y avait des différences, il y avait quelque chose pour laquelle il fallait encore se battre. T'as commencé à travailler en Italie ou ailleurs? J'ai commencé à travailler à Londres. Donc, je m'attendais en tout cas à une société beaucoup plus égalitaire, surtout sur les questions d'égalité de genre. Et je pense que j'étais un peu déçue de ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui t'a déçue le plus? Je dirais ma première expérience de travail, je pense, était le pire début. Parce que j'avais fait un stage dans une organisation, on va dire, européenne. Et c'était mon premier stage, donc vraiment ma première expérience avec le monde du travail en tant que jeune adulte. J'étais à la fin de mes études, après 3 ans de bachelor's, de licence, ouais. Au Royaume-Uni. Et donc j'ai commencé ce stage, et c'était un stage de 2 mois pendant l'été. Et en fait, tout de suite, j'avais une femme qui était ma superviseur, comment on dit, ton manager? Ma manager, ouais. Et en fait, qui me donnait beaucoup de responsabilités, de tâches. J'ai eu vraiment, de ce point de vue, une expérience très positive. Par contre, un de mes collègues, en fait, s'est retrouvé, on est devenus très amis. Et il était beaucoup plus senior que moi. Et en fait, il m'a donné beaucoup de responsabilités et beaucoup de... il m'a laissé, par exemple, publier des articles, alors qu'on ne fait jamais ça en tant que stage avec mon propre nom. En fait, je me sentais vraiment valorisée par ses attentions. Et en aucun cas, j'avais pensé que c'était des attentions qui avaient... une autre intention autre que dans le monde professionnel. Donc, je n'avais pas ressenti... En fait, j'avais jamais douté du fait qu'il puisse avoir des mauvaises intentions. Et donc, en fait, il me donnait tellement de responsabilités. Et je me sentais vraiment honorée, tu vois, de pouvoir publier des articles de recherche, de pouvoir avoir... comme si, vraiment, il valorisait mon intellect et il me donnait plein d'opportunités pour briller pendant ce stage. Et en fait, le dernier jour... alors que j'avais une super expérience, super ambiance de travail, j'avais toutes ces opportunités. En fait, il me dit que il était fou amoureux de moi et que, tu vois, tous ces mois, qu'il voulait juste être avec moi. Et en fait, c'est comme si d'un coup, et ça c'était le premier stage, c'est comme si d'un coup je me suis dit, mais alors... en fait, je vaux rien du tout, tu vois. Toutes ces opportunités qu'il me l'a données, c'est juste parce qu'en fait, il était intéressé par moi, et j'ai trouvé ça tellement désagréable qu'en fait, j'ai complètement coupé tous les liens avec ce premier employeur, alors que ça aurait pu être des bons contacts. Mais je me suis sentie tellement
je suis pas vexée par le fait qu'il m'ait donné autant d'opportunités. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'était parce qu'il voulait sortir avec moi. Quoi. Et c'est tellement... Je me serais jamais... Enfin, si j'avais été une personne senior dans une entreprise, jamais j'aurais fait ça avec un mec stagiaire. Même si j'étais folle amoureuse de lui, mais jamais je l'aurais mise dans une position comme ça. Donc ça t'a déçu et choqué, en fait. Ça m'a choqué. Ouais. En fait, ça m'a vraiment choqué. Même si tu veux, c'était... En fait, il était... Voilà, ça arrive de tomber amoureux sur le monde du travail. Je vais me marier l'année prochaine avec quelqu'un avec qui on n'a pas travaillé ensemble, mais on était dans la même organisation. Donc, ça arrive. Il peut y avoir des amours qui naissent dans le monde du travail, qui sont consensuels. Mais je pense qu'en tant que stagiaire à l'époque, 20 ans, avec un homme de plus de 30 ans, qui te donne des opportunités, qui te valorise, qui te fait sentir tellement intelligente et qui te permet d'avoir tellement d'opportunités et qui après te dit en fait j'étais amoureux de toi, en fait ça discrédite toute l'expérience. Et du coup voilà, donc ça c'était la première expérience de travail et ça m'a un peu laissé, c'était pas forcément sexiste en soi, mais je pense que peut-être je me trompe, mais je pense qu'une femme, en tout cas les femmes que j'ai connues sur le monde du travail, jamais se seraient permises de faire ça. Ça c'est en tout cas avec toutes les femmes que j'ai pas entendu d'histoire encore dans ce sens-là. Ouais, du coup je pense que c'était vraiment ma première expérience professionnelle et en même temps l'expérience qui m'a un peu fait ouvrir les yeux sur certaines dynamiques entre femmes et hommes qui peuvent en fait être très désagréable pour une femme, surtout une stagiaire qui commence, qui fait ses premiers pas dans une entreprise. Et je pense que c'était vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Et à partir de ça, je pense que je suis sortie de ma forme de naïveté sur on est tous égaux et on se sent à l'aise avec le sexe opposé. J'ai mis une sorte de défense avec mes collègues hommes. Masculins. Et du coup, c'est comme si avec la première expérience de travail, tu vois, j'étais moi-même. Je suis devenue amie avec mes collègues. J'étais la Fosca elle-même. Et en fait, après cette expérience, je pense, celle d'après, j'ai mis une barrière, en fait, surtout avec mes collègues hommes. Mais j'ai eu beaucoup de mal à devenir amie, du coup, avec mes collègues parce que j'avais toujours peur de dépasser une certaine ligne et qu'elle soit mal interprétée et qu'en fait ça puisse avoir un impact négatif, des retombées sur mon travail professionnel et que en fait je veux m'assurer que ce que je fais professionnellement est valorisé parce que professionnellement je suis très compétente et pas parce que je suis devenue amie avec un mec et qu'il pense que en étant gentil avec moi il peut se passer quelque chose entre nous, tu vois. Et c'est vraiment, je pense qu'il y a eu un avant et un après. Et j'ai commencé à voir aussi vis-à-vis des comportements de mes collègues, en fait, et de comment, je sais pas, des cas vraiment hallucinants dans certaines entreprises où m'est arrivé une fois, je devais voyager pour le boulot dans un pays d'Afrique subsaharienne. Ça, c'était mon deuxième poste, je pense mon troisième. En tout cas, Et bref, on devait je devais partir en voyage toute seule. Et après, à la dernière minute, un des collègues d'une autre équipe devait se joindre à moi pour couvrir une autre partie de notre projet. Et j'ai des directeurs de l'entreprise qui m'ont prévenu qu'il avait l'habitude de draguer les jeunes employés blondes. Il avait un peu un fétiche et que du coup, je devais faire gaffe. Et j'étais choquée. Putain, je me dis, mais si... tout le monde sait, toute l'entreprise sait qu'il a déjà dragué, et pas seulement dragué, mais il a été très lourd avec des jeunes employés. Certaines se sont plaintes à la direction RH. Rien n'a été fait. Et non seulement ils me disent fais attention, j'ai trouvé surréel. En fait. Ouais. J'ai trouvé une situation surréelle. Et bref, et du coup, je pense que après, dès qu'on ouvre les yeux à ça, en fait, on le voit partout. On voit toutes nos collègues qui se font... Soit quand elles sont en train de parler, on les interrompt, des hommes qui les interrompent pendant les réunions. Et tu vois plein de petites micro-attaques, en fait. Ou pas d'attaques, mais je dirais des formes de... C'est de
manque de respect et de valorisation uniquement de leur corps ou de leur beauté ou de leur côté féminin plutôt que de leur tête, de leur cerveau. Et pour moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il n'y a pas que les hommes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une fille à Londres qui m'avait dit pourquoi est-ce que tu te maquilles, Laura, au travail? T'as pas peur qu'on te juge sur ton apparence? Enfin, qu'en gros, que mon travail ne soit pas apprécié à sa juste valeur parce que je prenais soin de moi et parce que je venais habillée au travail. Et elle m'a dit elle-même, moi, j'arrête de me maquiller et de bien m'habiller parce que je veux qu'on me voie comme une professionnelle. Et ça m'avait vraiment choquée, déjà, de la part d'une femme, et de deux, de me dire, attends, est-ce que je dois choisir entre me sentir jolie, entre guillemets, et mon travail? Pourquoi je peux pas être les deux? Pourquoi est-ce qu'on doit me juger? Pourquoi mon travail aurait moins de valeur parce que je me maquille, en fait? Ouais. Je pense que c'est mal placé aussi de te donner ce conseil parce que du coup, en fait, c'est comme si elle répétait un peu le schéma en te donnant ce conseil mal placé. Mais en même temps, je comprends d'où ça vient. Parce que je pense que c'est comme si pour se faire respecter, pas seulement dans les entreprises, mais je pense aussi en politique, quand tu regardes les femmes qui ont pu avoir des postes de responsabilité, par exemple Margaret Thatcher et Angela Merkel. Ouais. En fait, on les voit comme si c'était des femmes-hommes qui ont pris en fait des aspects du système masculin, de la masculinité dans la politique pour pouvoir avoir des rôles de responsabilité et pouvoir naviguer dans ce monde. Ouais, jouer avec les codes en fait. Exactement. Et du coup, je comprends d'où ça vient. En fait, ça venait d'une bonne intention. Et je pense que je l'ai ressenti aussi. Et c'est pour ça, après cette première expérience, même comment je m'habillais au travail, certaines fois, je me disais, mais je m'habille comme un moine, en fait. C'est pas mon style vestimentaire. Et alors que, oui, c'est vraiment, tu sais, les chemises, vraiment, les cols roulés. Mais toujours, je mettais toujours des cols roulés. C'était comme mon uniforme de travail. Et en fait, c'est comme si tu essayes d'effacer ta féminité parce que tu ne veux pas donner de mauvaises impressions. Mais en fait, non, c'est tordu. C'est complètement... C'est dommage, en fait. C'est dommage, ouais. D'effacer notre propre personnalité ou même notre genre, en fait, pour essayer de se fondre un peu dans les codes masculins et dans le patriarcat. Hein. Mais du coup, pour revenir à c'est ma deuxième question. On est parti déjà sur pas mal de choses, mais toi, en tant que femme, donc ta première limitation, tu t'es dit, c'était au travail, c'est ça. Donc c'était cette expérience-là. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres limitations, toi, en tant que femme, où tu as vu autour de toi des femmes qui ont eu des limitations dans leur quotidien Ah oui. Enfin. Personnellement, je pense pour moi, c'était vraiment le milieu de travail qui m'a le plus touchée. Mais je pense depuis surtout que j'habite au Maroc et que je suis confrontée, de par mon travail, à des réalités complètement différentes des miennes. Parce que tant que j'étais à l'école, au lycée, à l'université, on est un peu dans une bulle on a tous un peu la même éducation, le même... plus ou moins le même contexte socio-économique, éducation. Donc, tu restes un peu dans cette bulle et cette vision fermée, en fait, du monde. Mais dès que tu sors et que tu rencontres des personnes qui ont grandi dans des milieux complètement différents, avec des parents et une éducation complètement différente, tu te rends compte qu'il y a des femmes que j'admire, en fait, qui ont réussi à sortir... c'est beaucoup plus difficile, en fait, de s'émanciper et d'être vraiment une femme libérée quand tu pars d'un milieu où ton père te dit en fait l'éducation c'est pas pour les femmes, toi ton objectif doit être de te marier au plus tard à 18 ans et d'être une bonne femme et de satisfaire ton homme. Quand tu arrives à te émanciper de ça, c'est pour moi en tout cas les femmes que j'ai rencontrées qui étaient sorties de ce modèle et qui avaient eu le courage en fait de lutter contre ces modèles en souffrant, parce que quand tu luttes contre ta famille, contre tes amis, contre tout ce qui est autour de toi, pour avoir une vie différente, une vision différente du monde, pour moi, c'est mes héroïnes. J'ai rencontré vraiment beaucoup d'héroïnes depuis que je suis arrivée. T'as des exemples d'histoires à travers le travail en particulier, j'étais tombée sur le cas d'une jeune fille
qui avait été violée très jeune et qui s'était retrouvée jeune maman seule avec un enfant de ce viol. Et en fait, elle n'était pas allée à l'école, ses parents l'avaient un peu répudiée, donc elle s'est vraiment retrouvée complètement isolée. Et en fait, malheureusement, dans certains pays, lorsque des femmes ont des relations en dehors du mariage, et c'est le cas au Maroc, c'est très difficile de faire reconnaître les enfants par la loi. Dans certains cas, surtout quand c'est des viols, il y a des exceptions évidemment, mais tu es toujours dans un flou légal. Et en fait, elle s'est retrouvée sans vraiment beaucoup d'appui à devoir maintenir du coup cette petite famille, son fils. Et moi, je suis tombée sur son histoire à travers le travail parce que en fait, c'était un succès de entrepreneurship, donc de femmes entrepreneurs qui, avec l'équivalent d'environ 10 €, avait lancé son business de pique-nique sur la plage au Maroc. Wow. Et qui maintenant, en fait, était indépendante économiquement et qui avait réussi à vivre de ça. Et j'ai trouvé, en fait, son histoire incroyable. Comment, en fait, elle était partie vraiment de la pire situation que tu puisses imaginer, te retrouver complètement seule avec un enfant et finalement avoir une force à grandir un enfant toute seule et à fonder une entreprise out of thin air, en fait. Du coup, son histoire était vraiment... En fait, je me suis dit, si elle arrive à faire ça, on a toute cette force intérieure et je pense qu'on peut tous y arriver différemment dans nos vies, nos parcours. Mais si une femme comme ça, avec cette énergie, a pu faire ça, on a tous la possibilité, enfin la force en nous-mêmes de pouvoir lutter contre... S'émanciper. S'émanciper, sortir de la dépendance économique, certaines fois. Et culturelle et de ce qu'on attend de toi, en fait, de par le pays ou de par ta famille, mais une histoire ultra inspirante. Et elle est devenue quoi, du coup, tu sais, elle fait toujours son entreprise. Elle a son business et je suis sa page sur Instagram. Comment tu peux nous la partager? Ouais, bien sûr. Très bien, je la mettrai dans les descriptions de l'épisode. Ok. Je vais arriver sur la question principale du podcast donc tu sais que ce podcast s'appelle À vue maître Robert et Robert est censé représenter toutes les violences sexistes faites aux femmes, mais je serais super curieuse d'avoir toi ta définition d'un Robert. Ma définition d'un Robert, j'ai l'impression que tout le monde peut être un Robert dans une certaine situation. Et je pense que tous les hommes qu'on a rencontrés, c'est une question que j'ai déjà posée à certains de mes amis, je pense que tous les hommes qu'on a rencontrés ont déjà mis mal à l'aise une femme dans leur vie. Intentionnellement, pas intentionnellement, de manière agressive, de manière pacifique, de manière... Mais je dirais que les Robert, c'est plus une situation qui se crée et où il y a des hommes qui ne se rendent pas forcément... et je parle d'hommes, mais en fait, ça peut être aussi des femmes. Mais dans mon expérience, en tout cas, j'ai demandé principalement à des hommes. Ils se retrouvent dans des situations où, en fait, que ce soit des commentaires sur le travail, en dehors du travail, que ce soit des attitudes, des insistances dans la drague. Il y a tellement de formes, en fait, de sexisme, d'agression, de harcèlement. Et en fait, tous les hommes se sont retrouvés, je pense, une fois dans leur vie à mettre mal à l'aise une femme. C'est une question à poser peut-être aux hommes autour de nous. Mais je pense qu'ils sont assez honnêtes. Je pense qu'ils répondraient tous positivement. En tout cas, tous les amis à qui j'ai posé cette question ont répondu positivement. Et t'ont donné des exemples de moments où ils ont molesté une femme?
tes amis? Oui, quand tu parles, après, je pense qu'on a toutes parlé avec nos amis. Je pense qu'on a toutes des histoires à raconter. Mais non, de leur part, de la part de tes amis hommes, est-ce que tu as un exemple d'une situation qu'ils ont osé avouer? Parce que parfois, les hommes n'osent pas avouer, ou alors ils se mentent à eux-mêmes et se disent non, mais elle voulait, non, mais c'était pas si grave et tout. Est-ce que t'as des hommes qui sont venus te voir qui ont répondu à tes questions en disant, ouais, j'ai merdé, en fait. J'ai fait ça et... Oui. Ouais. Ok. Ouais. La plupart en étaient pas fiers, heureusement, parce que sinon ils ne seraient pas mes amis. mais je pense que déjà, ils ont grandi dans un contexte différent d'aujourd'hui, peut-être. Et souvent, au lycée, même si certains garçons n'étaient pas ce genre d'homme qui allait être, par exemple, insistant avec d'autres filles pour les embrasser ou pour les draguer. Il y a un contexte et une pression aussi, certaines fois, des amis qui fait que on se retrouve à parler à une fille d'une certaine façon juste pour faire le con avec ses amis ou juste pour être plus intéressant. Certaines fois, il y a une pression aussi sur les hommes de devoir à tous les coups, à tout prix, se montrer comme étant viril et comme étant des personnes qui veulent toujours avoir une vie sexuelle très active, alors qu'en fait, il y a plusieurs formes de virilité, de sexualité, Tu penses qu'on devrait avoir un autre regard sur la virilité? Je pense... Comment dire? Je pense que souvent, on ne donne pas assez de poids à la souffrance que les hommes peuvent vivre aussi dans une situation, enfin dans une société qui est inégale. C'est-à-dire, bien sûr, on part du présupposé que on est dans une société où les hommes ont bénéficié de privilèges depuis des siècles, et on parle de la plupart des sociétés de ce monde, pas seulement dans l'Occident. Mais toutefois, je pense que même dans ces sociétés patriarcales, que ce soit le Maroc, l'Italie, il y a énormément de poids et d'attentes sur ce que les hommes doivent être et doivent faire. Et je pense, par exemple, la phrase Boys don't cry. On peut l'avoir de deux côtés. En fait, ils ne peuvent pas forcément exprimer leurs sentiments de manière libre. Ils ont une pression aussi dans certains pays, en tout cas, de devoir maintenir la famille, de devoir être le breadwinner. Celui qui met le pain sur la table. Voilà, celui qui met le pain sur la table, celui qui doit toujours être viril, fort, présent. Fort, et en fait, toutes ces attentes sont aussi blessantes et aussi nuisantes aux femmes qu'aux hommes eux-mêmes. Et je pense qu'en tant que femme et en tant que féministe, on essaye de voir le point de vue de l'autre et ne pas se mettre en tant que... comme si c'était une bataille contre eux, mais de le prendre comme une bataille ensemble pour avoir une société plus égale. Je pense que c'est un point de départ, une attitude qu'on devrait plus prendre plutôt qu'une guerre de sexe. Oui, une guerre l'un contre l'autre. Et je pense que aussi beaucoup d'hommes, quand on essaie de voir leur point de vue et de comprendre plutôt que de se mettre sur une attitude un peu plus agressive, en fait, c'est là où on arrive à avoir vraiment des alliés dans cette lutte. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. J'essaie de comprendre plus pourquoi certains hommes peuvent se comporter d'une certaine façon vis-à-vis d'autres femmes, que ce soit sur le milieu du travail, que ce soit dans la rue. Pourquoi tu l'as harcelé, en fait, tu vois, vraiment, et certaines fois, en fait, c'est parce qu'il y a des attentes. Tu es un homme, tu es avec tes potes, tu es dans la rue, si tu vas pas siffler à une nana, t'es un PD, tu vois. C'est ça il y a des attentes qui sont très très nuisantes aussi aux hommes, je pense. Ouais, je pense que tu as vraiment raison, et je pense que je sais pas comment on pourrait faire pour que dès le départ, en grandissant, comment on peut essayer d'avoir un peu plus d'égalité justement sur ce regard qu'on a sur la virilité, parce que c'est vraiment incrusté dans tout ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on peut lire, les chansons, comme tu as mentionné Boys Don't Cry,
plein de trucs, en fait, quand tu grandis et c'est enraciné en toi. Comment on peut faire pour essayer de détacher un peu de ça de nos vies? Parce que c'est quand même hyper présent. Est-ce que tu penses que déjà il y a des changements là? Ou comment on pourrait faire pour changer ça? C'est la grande question. Mais bon, je vois quand même une direction assez positive, que ce soit dans mon contexte où j'ai grandi en Italie, mais aussi au Maroc. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Mais comment dire, c'est certaines fois je me retrouve moi-même à avoir des pensées sexistes sans m'en rendre compte. Et je pense, comme j'ai dit, avoir grandi dans un milieu quand même assez ouvert d'esprit, que ce soit dans ma famille, mon école. Et tout de même, je me retrouve certaines fois à penser des choses où en fait, après, je me dis, mais pourquoi tu penses ça? Tu vois, pourquoi c'est tellement enraciné que... Ouais. Mais du moment qu'on est conscient et on essaye de vraiment lutter contre ces a priori et ces petites voix à l'intérieur qui sont nuisantes pour nous-mêmes et pour la société, c'est un point de départ d'être critique, autocritique aussi vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est simple de regarder des personnes qu'on considère comme étant machos et dire voilà, de toute façon c'est des cons et et c'est pas voilà, de les juger, alors que peut-être nous-mêmes, on a aussi nos mêmes préjugés, et si on commence peut-être aussi à se critiquer certaines fois, c'est une façon aussi de porter un message. On commence par soi-même. On commence par soi-même, ouais, je pense que mais beau. Je vois une bonne direction, en tout cas. T'as des exemples de tes pensées sexistes, parfois? Je suis curieuse de savoir. Oui, c'est arrivé d'ailleurs hier soir. Ah. C'est arrivé hier soir, ouais. Et... ça a duré 1 seconde, mais le moment où j'ai pensé, je me suis dit, pourquoi tu penses à ça? En fait, on était en moto avec mon compagnon. Et la nuit était déjà tombée. On était dans un endroit vraiment isolé, sur une route où des voitures passaient, mais vraiment où il n'y avait aucun passage, aucune boutique, très mal éclairée. Mm-hmm. Et d'un coup, je vois une femme qui est en train de courir dans la nuit, toute seule. Et je me suis dit, mais elle est folle. Elle veut... comme... Elle cherche inconsciente, ouais. Elle est inconsciente, elle cherche le danger. Comme si... Tu sais, les commentaires qu'on dit des femmes qui se font violer, mais elle l'a cherché. Et j'ai pas pensé ça, mais j'ai pensé, mais pourquoi elle se met dans une situation comme ça? C'est une femme, elle devrait pas courir toute seule dans la rue. Et en fait, tu peux le voir différemment. Elle est en train d'essayer de rendre un espace qui n'est pas du tout fait, un espace public qui n'est pas du tout fait pour être welcoming, pour être comment dire, fait pour aussi pour rendre les femmes à l'aise dans un espace public. L'éclairage, c'est la base, enfin pour rendre un espace sûr. Et en fait, j'admire en fait aussi d'un côté ce côté de se dire je m'en fous, j'ai envie de courir, je vais courir quoi qu'il se passe. Et d'un côté c'est ouais, peut-être certaines fois on se met nous-mêmes nos propres limites. Et... Après, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y a un problème. Ouais. Et ça, c'est pas nous dans notre tête, c'est quand même des faits réels. Ouais. Où il y a une certaine prudence. On est obligé d'avoir cette prudence dès qu'on est petite. Enfin, c'est de la survie, quoi. Malheureusement. Ouais, mais tu vois, il y a je sais pas si tu as vu récemment, en tout cas dans notre groupe d'amis, ça a suscité beaucoup de débats. C'est une question qui circulait sur les réseaux sociaux, notamment destinée aux femmes. Si elles rencontraient un homme ou un ours dans la forêt, duquel elles seraient le plus effrayées. J'ai entendu cette question. Et en fait, cette question m'a vraiment... En fait, j'avais vraiment du mal à répondre à cette question. Et après, j'ai demandé à mes autres amies filles. Toutes ont répondu un ours. Et après, du coup, on a partagé ces résultats. On était en vacances en groupe d'amis. On a partagé ces résultats avec les hommes qui nous ont dit « Mais vous êtes des folles. Enfin, vous êtes complètement irrationnelles parce que clairement, il y a beaucoup plus de risques en rencontrant un ours. Vous rencontrez un ours, il y a beaucoup de chances que vous allez mourir. »
Et en fait, ils comprenaient pas que ça venait d'un côté qui était complètement irrationnel, mais de cette peur de se dire, en fait, certes, peut-être avec un ours, tu vas certainement mourir, mais avec un homme, en fait, tu vas ressentir ce côté de peur irrationnelle, en fait, parce que toute la vie, tu as subi, en fait, soit tu as entendu d'histoires de viol, et même si c'est irrationnel, ça en dit beaucoup, je pense, de ce que beaucoup de femmes ont vécu dans leur vie, pour arriver à dire qu'en fait un homme était plus dangereux dans une forêt qu'un ours. Pour moi, ça me semble pas irrationnel. Mais bon, c'est que mon avis. Mais avec un ours, oui, on meurt. Avec un homme, ça laisse tellement des séquelles. Si tu meurs pas sur une vie entière, parce que j'ai quand même eu pas mal de filles et de femmes sur ce podcast qui sont blessées pendant des années, voire toute leur vie par des hommes. Donc je comprends, tu vois, cette pensée de se dire, bah, un ours, je meurs et c'est fini. Un homme, ça me reste peut-être toute la vie, tu vois. Ouais. Donc ouais, merci pour ta définition du Robert. Un peu. On est parti sur une tangente. C'est clair. Mais pas très clair la définition. Bon, je pense qu'on a mélangé un peu toutes les questions, mais c'est pas grave. Un épisode spécial freestyle. Conversation au bar. C'est ça. Mais pour revenir sur le Robert, donc tu m'en as mentionné un au début de tes réponses. Est-ce que tu en as croisé un autre dans ta vie et est-ce que tu voudrais, ou alors si c'est le même, en tout cas, partager un peu plus du coup ton histoire, ou est-ce que tu as des histoires de Robert en fait autres que celles que tu m'as déjà partagées qui t'ont vraiment marqué ou qui ont eu un impact toi sur ta vie ou sur la vie de tes amis? Je dirais la première de mon premier stage était la plus marquante personnellement dans ma vision du monde. En fait, c'est pour ça que c'est sorti dès le début de notre conversation parce que ça a vraiment eu un impact, je pense, sur ma vision du monde, sur mes comportements en milieu professionnel. Donc ça, c'est vraiment, je dirais pour moi, en tout cas dans mon histoire personnelle, la plus marquante. Mais j'ai entendu, de par mon travail, de par mes amis, tellement d'histoires, en fait, de Robert. Et c'est surtout, c'est comment dire, c'est dans tous les pays, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Italie, que ce soit au Maroc, dans différentes formes, dans différents contextes. C'est toujours les mêmes histoires. Et malheureusement, certaines fois, on se met un peu sur un piédestal quand on habite à Londres. On se dit, ah oui, mais au Maroc. Et en fait, ça peut arriver à Londres. J'ai entendu... C'était une amie d'une amie, mais enfin, je parle maintenant, c'est pas un cas personnel, mais ça m'avait beaucoup marqué parce que pour moi, c'est pas Londres, c'était voilà une ville très très safe. J'ai toujours marché le soir toute seule, je me suis jamais vraiment sentie en danger. Et en fait, cette jeune femme, en sortant d'une boîte bourrée, elle se retrouvait violée dans la rue et abandonnée à une station de bus. Et en fait, pour moi, c'était tellement, tellement choquant que ça puisse être arrivé dans une ville comme Londres. Et peut-être c'est moi qui avais des œillères, de ne pas vouloir voir qu'en fait, ça existe partout. Et c'est pas parce que Londres est une ville multiculturelle et voilà, la ville où je pensais en tout cas qui était plus ouverte d'esprit comparé à l'Italie ou à d'autres pays. En fait, ça peut arriver partout et tu entends des histoires de Robert dans tous les pays. Ouais, d'où ce podcast pour essayer d'en parler, de dire est-ce qu'on peut essayer de mettre de la lumière là-dessus pour essayer d'en avoir de moins en moins. Mais cette histoire-là, je comprends pourquoi elle t'a marqué, mais au-delà du fait que en gros, ça t'a ouvert les yeux de la présence, enfin de l'omniprésence même de ces histoires-là partout dans le monde. En quoi ça t'a impacté toi personnellement? T'as eu plus peur, t'as peu plus peur aujourd'hui ou c'est quoi le... Je pense que dans le cas de cette jeune femme à Londres, c'est plus touchant quand ça arrive dans un contexte qui t'est familier, où c'est un endroit où c'était dans un quartier que je connais très bien, où je marchais souvent toute seule, et tu te dis pourquoi c'est arrivé à elle et pas à moi. Et en fait,
du coup, tu te sens beaucoup plus touché parce que tu t'es trouvé beaucoup de fois dans cette situation et tu as eu la chance que ça ne t'arrive pas. Et alors que tu entends cette histoire et en fait, je me suis imaginé toutes les séquelles que ça a dû avoir sur sa vie, et pourquoi elle, pourquoi ce moment, pourquoi. Et je sais pas, je pense que c'est pour ça que ça m'a autant touché son histoire. Mais... Toi, tu sais si comment elle l'a vécu après ou comment je la connais Tu la connais pas personnellement, non, je sais pas. C'est juste quand je l'ai entendu, vraiment je m'y attendais pas en fait. Tu sais, en fait, tu sens qu'il y a des endroits où tu sens que c'est des safe space. Tu te dis mais là je peux être moi-même, je peux être dans la rue tard, il va rien se passer. Tu sens que tu as une forme de tu te sens à l'aise et en fait quand on te détruit cet espace et tu dis en fait même dans cet endroit où je pensais que je pouvais être complètement habillée comme je voulais dans n'importe quel état, en fait non, même dans cette situation tu ne peux pas l'être. Et c'est ça en fait je pense qui crée cet effet de où ça m'a plus touchée. Ouais, c'est comme si un inconnu était rentré chez toi en fait un peu et tu t'es senti vulnérable en fait dans ton propre espace. Tu m'as parlé tout à l'heure un peu de l'espace public pour les femmes. Est-ce que c'est un endroit qui te semble toujours investi par les hommes en fait? Ça te semble comment en fait pour les femmes en général? Oui, non, mais il y a, je pense surtout depuis que j'habite à Casablanca, je le ressens. Je me sens pas forcément toujours à l'aise de m'habiller comme je veux, ou après forcément il y a des aspects voilà, il faut aussi s'adapter au contexte local. Dans certains endroits je m'habillerai d'une certaine façon, il faut avoir une certaine comment dire une conscience d'où on se trouve, et ça je pense que ça s'applique aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Mais je ressens beaucoup plus la présence des hommes dans l'espace public, c'est-à-dire dans les cafés. Tu vas principalement voir des hommes, et du coup tu vas pas forcément te sentir à l'aise de t'asseoir dans un café et t'arrêter alors que tu ne vois pas d'autres femmes. C'est ça, certaines fois c'est aussi juste ça en fait. C'est pas personne ne va t'embêter, mais c'est juste tu te sens pas forcément à l'aise de t'asseoir dans un endroit où il y a tu que te sens des pas hommes. bienvenue dans ce genre d'espace. Exactement. Mais j'ai entendu une histoire en restant sur les cafés et la prédominance d'hommes. Une histoire je me souviens pas exactement des détails. C'était dans le nord du Maroc, je pense à Tétouan, où un jour un groupe de femmes des amis se sont décidées d'aller s'asseoir dans un café tout ensemble. Et en fait ça a créé en fait c'était inattendu, il n'y a pas eu de rejet et finalement ça s'est très bien passé, mais juste c'était tellement inattendu que toutes ces femmes d'un coup aillent s'asseoir dans ce café où généralement il y a que des hommes qui traînent, que en fait c'était juste ça a créé presque un effet comique. En fait, d'où elles sortent, Donc, certaines fois, en fait, je pense que il faut que certaines fois on s'impose aussi évidemment il y a des aspects sécuritaires mais certaines fois on s'auto-impose des limites, des restrictions, et le moment où on essaie de les dépasser, ça peut certaines fois être intéressant comme expérience en tout cas. Après évidemment il faut faire attention, ça dépend de d'où on se trouve, dans quelle situation. Je pense qu'il faut juger le contexte. Mais oui, évidemment, et même pas seulement au Maroc, en tout cas, l'espace public, l'éclairage, il y a tellement d'aspects en fait qui sont fondamentaux pour aménager l'espace en fait, pour que tout le monde se sente à l'aise. Et d'ailleurs, quand je travaillais aux Nations Unies, il y avait une des agences des Nations Unies, ONU Femmes, qui avait publié un guide sur l'aménagement justement des espaces publics pour les rendre plus accessibles aux femmes. Et ça, c'était, je pense, uniquement au Maroc. Mais du coup, j'avais lu tous les aspects vraiment d'urbanisme pur. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent être faites qui ne coûtent pas cher, qui sont très simples, des petites mesures, mais qui vont changer la vie de personnes qui vont se sentir à l'aise de sortir de chez elles, de marcher dans la rue, d'apprécier leur ville, en fait. Et tu te rappelles de ce que tu avais lu?
exactement, ou en tout cas de quelques exemples qui feraient que dans l'espace pour moi, public, c'était surtout évidemment l'éclairage, c'était l'aspect qui m'a c'est le plus évident en plus, et c'est le plus simple à résoudre, et qui peut faire plus de différence. Après, il y avait aussi par rapport au trottoir, par exemple, pour permettre aussi, par exemple, avec des poussettes, de pouvoir sortir. Il y a plein d'aspects en fait qu'on ne considère pas forcément, mais qui peuvent vraiment faciliter. Juste de pouvoir se promener en fait dans un espace public. Tu penses que les villes aujourd'hui sont construites autour d'idées plutôt qui favorisent les hommes en fait, l'urbanisme en général? Forcément qui valorise les hommes, mais qui ne permet pas forcément aux femmes de se sentir en sécurité dans l'espace public. Et du coup, c'est une forme d'exclusion. On délaisse les femmes de cet espace en fait, si on les prend pas en compte. C'est aussi dans les transports, par exemple. Dans les transports aussi, il y a des mesures qui peuvent rendre plus accessibles en fait les transports publics aux femmes. Et qui est une grande question. Les transports publics, c'est pas seulement les rues, mais le transport. Parce que, je crois que j'avais lu une enquête, et toutes les femmes qui prennent le transport se sentent pas safe. Donc, c'est énorme. Mais on avait aussi discuté, toi et moi, tu sais, je crois que c'était avec toi, on avait parlé des médicaments, par exemple. Tu sais, qui étaient favorisés, c'est pour les hommes. Les airbags, tout ça, tu te rappelles? Ouais. C'était quoi exactement? C'était un livre, non? C'est un livre, et je peux t'envoyer la référence pour le partager, parce que c'est Caroline Pérez, je me semble. Je ne veux pas changer son nom, mais le bouquin s'appelle Invisible Women. Et en fait, chaque chapitre te montre scientifiquement comment, par exemple, les airbags, les médicaments, la recherche aussi est complètement, comment dire, biaisée, non? Biaisée, complètement biaisée. En faveur des hommes. Et l'exemple qui m'avait le plus marqué était que une personne sur deux sur cette planète souffre, en tout cas a des règles, et souvent associées à des douleurs menstruelles. Et les fonds pour la recherche, pour réduire les douleurs menstruelles, est microscopique par rapport à la recherche sur le Viagra. Ouais, ça je me rappelle. Voilà. Ouais. Donc là, je pense que it speaks by himself. C'est vraiment parlant en fait. Et tout le bouquin est sur des exemples comme ça qui sont très très parlants. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était les Doliprane qui étaient dosés pour les hommes en fait. Quoique, enfin, si toi tu prends un Doliprane, en fait, il est dosé pour un homme, donc la dose va être forcément plus forte pour toi. Donc en fait, tu vas t'empoisonner à un niveau supérieur à un homme, ou juste avec un même médicament qui est censé être pour tout le monde en fait. Mais quelle est la solution? Est-ce qu'on peut faire des médicaments adaptés aux hommes et adaptés aux femmes? Je sais pas. Et les airbags aussi, les airbags qui sont du coup calculés en fonction le poids d'un homme, c'est ça, donc qui peut tuer une femme en fait au final par rapport à un homme, qui est fait pour protéger l'homme et qui avec le choc peut tuer une femme. C'est horrible. C'est dans l'extrême. Ouais. Non, mais c'est la discrimination cachée en fait. C'est une discrimination à laquelle on n'y réfléchit pas vraiment en grandissant, et on nous l'apprend pas en fait. Et est-ce que si on savait ça, nous en tant que petite fille ou en tant que fille, en disant en fait le monde d'aujourd'hui il est fait de telle manière pour arranger entre guillemets un peu les hommes, parce qu'ils ont pris les décisions en fait, on ferait peut-être plus de choses qui permettraient de tendre à une certaine égalité, je pense, parce qu'on s'en rend pas compte. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de conscience de nos jours. Oui. Et c'est un premier pas. Je pense que la conscience est aussi parmi les hommes. Je pense que on ne va pas. On ne peut plus retourner en arrière maintenant. Il y a une prise de conscience, je pense, de la plupart des femmes, de toutes les femmes de cette planète dans différents contextes, mais il y a vraiment une prise de conscience globale, mondiale, aussi avec le mouvement MeToo, mais avec plusieurs, je pense, événements historiques qui ont fait que
there's no going back. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Il y a des résistances. Et ça, on le voit dans plusieurs pays. Il y a des résistances au féminisme, qui est devenu un gros mot. Et il y a des résistances, par exemple, l'avortement. Quand on grandissait, enfin, moi, mon âge, quand j'étais enfant, pour moi, c'était un acquis. C'est intouchable. C'est le droit à l'avortement. Et maintenant, on le remet en question aux États-Unis, dans le pays où on se dit ça devrait être un modèle en termes de droit. Et du coup, d'une part, on voit cette prise de conscience mondiale et surtout aussi à travers les réseaux sociaux. Je pense que maintenant, même dans un petit village au fin fond des montagnes en Italie, on voit en fait des vidéos. Même, j'ai un exemple très parlant qui est ma grand-mère. Ma grand-mère qui a vécu dans les années, où, en tout cas à Naples, dans une société très machiste, où la femme vivait un peu en tant que mère et en tant qu'épouse. Et un jour, elle m'a dit, j'ai regardé une émission et je me suis rendu compte que en fait, l'orgasme est très important et moi, j'en ai jamais eu. Oh. Et en fait, d'un coup, c'est comme si elle avait pris conscience que toute sa vie, en fait, a été faite à servir, même dans la sexualité. C'est inattendu de ma grand-mère qui est très conservatrice et d'un coup s'est rendue compte en regardant la télévision qu'en fait, elle avait eu une vie sexuelle pas du tout épanouie et pourquoi c'était injuste. Et en fait, c'est comme si elle ouvrait les yeux sur une vie qu'elle aurait pu avoir et qu'elle n'a pas eue. Et ça, on parle d'une femme de 90 ans, très conservatrice. Donc, moi, quand elle m'a parlé de ça, j'ai pas pu... Tu lui as répondu quoi? En fait, j'ai pas pu lui répondre, mais j'ai tellement apprécié cette ouverture, parce qu'on n'avait jamais parlé de ça avant, et j'ai trouvé ça... Et elle m'a donné un conseil, elle m'a dit, trouve un homme qui soit ton ami, mais qui te respecte et qui te donne toute la joie du monde. Et j'ai trouvé ça tellement... comme si cette conscience mondiale, comme si ce mouvement avait atteint même et des touché ta grand-mère. Ouais, ma grand-mère. Mais je vois, il y a une tendance vers une amélioration, c'est sûr, mais j'avais lu que dans les années 70, il y avait eu aussi un gros mouvement féministe, donc qui a été carrément réfréné en fait, et qui a été même étouffé. Et dans l'histoire, on peut voir quand même que les femmes sont constamment effacées de par leurs exploits sportifs ou intellectuels, etc. Elles sont toujours mises de côté, mais de façon consciente par les hommes, pour essayer d'éliminer un peu ce côté-là. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de choses qui les font ressortir et qu'on se dise tiens, elle a fait ça, mais en fait on ne savait pas, on n'apprend pas à l'école, etc. Mais ma question c'est, est-ce que là, dans les années 70, quand on a essayé d'étouffer le mouvement féministe, parce qu'après on est reparti dans une société très patriarcale, tu penses pas que ça peut revenir aussi en arrière, parfois? Que c'est pas acquis, en fait. Et tu parles du droit de l'avortement aux États-Unis, mais voilà, il y a plein de pays aussi où les droits régressent. Et moi, parfois, j'ai peur qu'on pense que c'est OK, que c'est là, que c'est bon, et qu'on peut pas revenir en arrière, mais il y a quand même des fois où on est revenu en arrière. Ouais. Je veux être positive. Oui. C'est ça, en fait. J'y crois vraiment. Je pense que dans tout changement profond d'une société, que ce soit des changements même démocratiques ou que ce soit sur des questions de droit, comme le droit d'égalité, enfin des droits en lien avec l'égalité de genre, etc. Il y a souvent comme des avancées, des résistances pour ensuite atteindre une espèce de stabilité. Quand on regarde même, je veux pas passer à un sujet complètement différent, mais aussi des transitions démocratiques, quand on regarde la Révolution française et tout le temps que ça a pris et toutes les résistances pour ensuite arriver à un modèle de république assez stable, on parle d'un siècle au moins. Donc, même sur les questions j'ai l'impression de égalité de genre, de droit, notamment en lien à l'avortement et à d'autres avancées pour les droits des femmes, ces résistances sont nécessaires pour pouvoir ensuite trouver une certaine cohésion au sein de la société. Et les mouvements comme le féminisme des années 70 et maintenant le mouvement MeToo a suscité énormément
de résistance, mais on a quand même pu avancer sur plusieurs sujets et je pense que ça prend évidemment du temps. Mais je ne le vois pas comme quelque chose, comme une régression dans l'absolu. Je pense que ces résistances sont nécessaires pour arriver à une cohésion. Il faut que toutes les voix s'expriment pour pouvoir ensuite trouver une forme de paix sociale entre genres, entre classes socio-économiques, Évidemment, quand on voit des cas comme aux États-Unis où des États sont en train de juste retourner en arrière et mettre en question le droit à l'avortement, il faut qu'on lutte et il faut qu'on aille contre cette résistance et qu'on lève nos voix. Mais je pense que c'est un peu c'est une étape nécessaire pour avancer. Je pense qu'en parlant... En tout cas, autour de nous, on voit beaucoup de personnes qui sont en train d'ouvrir les yeux, je pense. Beaucoup d'hommes qui sont en train d'ouvrir les yeux aussi. Et peut-être ce n'était pas autant le cas dans les années 70 où le mouvement féministe n'avait pas vraiment... il n'y avait pas encore ce concept aussi d'alliés hommes qui luttent pour nous et qui défendent les droits, alors que maintenant, en tout cas, c'était une approche qui devient de plus en plus... même dans les mouvements de combat pour les droits de femmes, devient de plus en plus mainstream. Tu les vois les hommes qui sont des alliés? Oui. Il y en a, et je pense qu'un homme qui parle en faveur de l'égalité de genre et de questions, même dans le domaine, dans la vie privée, sur le milieu du travail, pour défendre ses droits, a 1000 fois plus d'impact qu'une femme qui malheureusement parce que encore une fois, vu qu'on est dans une société patriarcale, on a besoin de voix masculines aussi qui sont nos alliés en fait pour aller dans une certaine direction. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact aussi quand ça vient d'un homme et qui montre un peu un modèle d'homme déconstruit comme on dit aujourd'hui, mais c'est très important en fait. Quand on voit un homme, comme mon compagnon, j'aime beaucoup et je suis très fière de lui, mais qui est vraiment pour moi un modèle aussi qui montre l'exemple à d'autres hommes. C'est lui qui cuisine à la maison, il est sur toutes les tâches, même ménagères. C'est vraiment quelqu'un qui est... qui ne s'attend jamais à rien d'autre femme ou qui a une vision vraiment très égalitaire de la répartition, en tout cas des tâches de la vie de tous les jours et dans sa vision du monde, évidemment. Et je trouve que quand il rencontre du coup des hommes qui n'ont pas cette vision, en fait, quand il le voit se comporter comme ça, parce que le voir et avoir un modèle comme ça ça a beaucoup plus d'impact que 1000 paroles. Ça crée en fait des images, des stéréotypes se cassent. On aimerait tellement avoir plus d'hommes comme ton futur époux. Est-ce que tu vois d'autres choses positives au-delà de ce qu'on vient de se dire? De choses positives. Je pense d'exemples positifs. J'en vois aussi sur le milieu de travail, c'est-à-dire je vois de plus en plus dans mon quotidien, que ce soit au Maroc, mais aussi dans mes interactions avec des entreprises basées dans d'autres pays, de femmes dirigeantes qui justement essayent de sortir du modèle, comme on a dit au début du podcast, de devoir... devenir des hommes, soi-disant, dans leur modèle en tant que manager, en tant que dirigeante. Et je rencontre de plus en plus de femmes qui sont à la fois très féminines et qui sont fières de leur féminité, qui la mettent en valeur, sans pour autant, en fait, se sentir moins compétente ou... ne pas pouvoir être assertive et en même temps douce et en fait de pouvoir être tout un spectre de choses tout en étant respectée. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je commence à voir dans les dernières années et auquel je voyais moins quand j'ai commencé ma carrière. Donc ça, c'est un des exemples pour lequel je vois des avancées très positives. Ok, trop bien. On
arrive à la fin de cet épisode. Et la dernière question que je pose à toutes les femmes qui viennent témoigner, c'est si elles avaient un Robert à côté d'elles aujourd'hui, maintenant, avec nous, qu'est-ce qu'elles aimeraient leur dire? Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à ce Robert? J'aimerais lui dire que il a le choix d'être une personne différente, d'être notre allié, et que s'il s'est retrouvé dans des situations auparavant, dans le passé, à créer un malaise vis-à-vis d'une autre femme ou à avoir fait quelque chose dont il n'est pas fier, que, en tout cas, il a une deuxième chance et que je pense ça ne pourra que lui faire du bien aussi, et que en fait, cette situation d'inégalité entre hommes et femmes est un calvaire aussi bien pour lui que pour nous, et que ses comportements du passé lui seront pardonnés si il voit qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il s'est comporté, il a mis d'autres femmes dans une situation malaisante, et qu'il s'excuse auprès d'elle et qu'on lui donne une deuxième chance. Et qu'il puisse être notre allié. Exactement. Exactement. Merci mille fois d'être venu sur cet épisode, ça me fait vraiment chaud au cœur. Hyper intéressant, je pense qu'on aurait pu parler des heures, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient vachement à cœur, et tu as plein d'exemples en plus parce que tu travailles dans ce milieu-là aussi d'égalité, mais on va s'arrêter là, malheureusement. Mais ouais, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger sur ces questions, surtout avec une bonne amie comme toi. Bon, merci en tout cas. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça me fait vraiment super chaud au cœur. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram sur le compte Have You Met Robert pour découvrir tous les nouveaux épisodes qui vont sortir, et surtout pour me contacter directement si vous avez envie pour participer au podcast, raconter vos histoires, vos récits. C'est avec vos témoignages que le podcast se fait. Je serais ravie de vous interviewer. Je pense que toutes les histoires sont importantes à raconter. N'hésitez pas, je répondrai à tous vos messages. Je vous remercie encore pour votre écoute et à très vite.